Digital Organization Society que j'ai la chance de coordonner avec Fanny Rabouille que vous voyez ici. Donc avant de présenter plus concrètement la chaire, je tiens à préciser que cette conférence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas que vos visages apparaissent, vous pouvez couper votre caméra. Si vous ne souhaitez pas que l'on vous entende, vous pouvez couper votre micro. Et cette conférence sera ensuite retransmise potentiellement via les canaux qui sont utilisés par l'école. Donc ça peut être via la chaîne YouTube ou via le site web de l'école. Donc si vous ne consentez pas à cela ou à ce que l'on puisse voir vos visages ou autres, il est désormais nécessaire de couper votre caméra et votre micro. Cette annonce étant faite, on peut présenter la chaire Digital Organization and Society. Donc, la mission de cette chaire à Grenoble École de Management, c'est la création et diffusion de connaissances scientifiques autour de l'impact du numérique sur les individus, les organisations et la société. Et dans le cadre de cette mission-là, on organise ce rendez-vous qu'on appelle les jeudis CEDOS. Le sujet de la 5G est un sujet qui tient à cœur à GEM et dans l'environnement actuel pour plusieurs raisons. La première raison à GEM, c'est parce que l'on fait partie d'un projet européen qui s'appelle le 5G All-Star avec Federico Pini, qui en est le coordinateur. On vous en dira plus après. Et c'est une des caractéristiques assez fondamentales de la 5G et très intéressante qui est développée dans le cadre de ce projet-là. Et le deuxième, c'est que Grenoble, le CEA, est quand même une des terres à l'échelle internationale où la 5G a été fabriquée. J'espère vraiment qu'on aura Emilio qui va pouvoir se connecter, puisqu'Emilio a coordonné 2 projets européens sur enfin même plus que 2 projets européens, mais 2 projets phares sur la 5G. Mais il nous en parlera peut-être un petit peu plus des aspects techniques de la 5G. En revanche, ce que je peux vous affirmer des éléments techniques autour de la 5G, c'est que c'est réellement quelque chose qui va amener potentiellement des nouveaux services, de nouveaux usages qu'on ignore pour le moment. Et personne n'est mieux placé que Federico pour parler de cela, puisque Federico coordonne ce projet européen qui a pour but justement, dans un de ses volets, de réfléchir à ces nouveaux usages et à ces nouveaux produits. Federico, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Plus que volontiers, parce que c'est assez étrange de voir une école de commerce mêlée par un déploiement 5G ou de la recherche 5G à ce moment. Disons que le 5G All-Star comme projet a l'ambition de travailler effectivement sur tout ce que c'est l'activité, disons, de multicanalité. Ça veut dire d'avoir la possibilité d'avoir une connectivité qui passe un peu partout. Parce que carrément, vous ne pouvez pas penser qu'on va couvrir avec la même technologie tous les différents usages qui sont censés être et exister dans la logique de la 5G. Ça veut dire être capable de connecter du dispositif le plus petit qui fait partie de la logique de l'Internet des objets, donc du réseau des objets, jusqu'à effectivement garantir des transmissions à une bande très ample qui nous permet effectivement d'usage de contenu, de transmettre des contenus avec des latences de plus en plus basses et des débits de plus en plus élevés. En même temps, garantir même des connectivités ultra robustes, ultra garanties en termes de qualité et en termes de latence, qui permet et ouvre tout à fait à des possibilités de contrôle à distance d'équipements et qui sont effectivement inouïes et qu'on n'a jamais vues auparavant. Et voilà pourquoi, en plus, on ajoute dans ce petit contexte le satellite, et c'est un peu la logique du 5G All-Star, de permettre aussi des passages pratiquement transparents aux usagers par rapport carrément aux cas d'usage qui sont définis entre les différents moyens, qui sera une, disons, connectivité terrestre, un peu comme on fait avec les mobiles aujourd'hui, à une satellite à un moment donné, ou éventuellement à proximité quand on est à l'IoT. Donc, la logique est vraiment qu'on puisse changer de service, changer de modalité technique de connectivité, si je peux me permettre, mais qui va tomber toujours dans la logique de c'est de la 5G. Et de cette façon, être capable d'avoir beaucoup plus d'usages. Et comment dire, la métaphore que j'utilise souvent, c'est dire que la 5G fait un peu le Seigneur des Anneaux, dans le sens qu'on peut, dans le même contexte, sur le même chapeau, mettre plusieurs objets qui étaient standardisés d'une façon plus ou moins différente auparavant, en permettant justement aussi d'avoir une évolutivité dans le choix du protocole. Et pour ce qui concerne GEM, l'intérêt, c'était effectivement de se demander qu'est-ce qui va changer sur les marchés verticaux
Donc, dès qu'on a une possibilité de multiconnectivité, qui sont les modèles de business, qui sont les chaînes de valeur, comment elles veulent bouger grâce à l'arrivée de ça. Voilà un peu notre rôle dans ce projet, carrément. Et on a pensé que c'était une jolie introduction pour vous expliquer un peu comment l'amplitude de Sanger en tant qu'innovation infrastructurelle est ample. Et donc, ça vaut la peine d'en discuter. Merci, merci Federico. Je vois que Sébastien Crozier nous a rejoint. Je pense que ce sera intéressant d'avoir le point de vue d'Orange. Alors, ce que je retiens, Federico, moi, c'est que la 5G, on ne peut pas parler de la 5G, mais plutôt de trois grandes catégories d'usage de la 5G que tu as mentionnées. Et bien évidemment, pour avoir de la 5G, il y a bien évidemment une infrastructure réseau à déployer qui est en cours de déploiement. Mais une infrastructure réseau terrestre et réseau satellitaire, on y reviendra sans doute un petit peu plus loin. Mais Sébastien Crozier, si je vous demande tout simplement la 5G à Orange, d'un point de vue potentialité d'innovation, qu'est-ce qu'on nous répondrait à Orange? Je pense qu'il faut revenir un petit peu au basique de ce que la 5G représente et redonner peut-être quelques éléments de contexte technique. Le premier élément, c'est que en fait, on a des bandes de fréquences hertziennes qui servent à beaucoup de choses. Elles servent à recevoir la télévision, elles servent à recevoir la radio, elles servent à faire de la téléphonie mobile. Et que ces bandes de fréquences, de parce que les technologies évoluent et le progrès s'améliore, fait qu'on est de plus en plus capable d'utiliser des bandes de fréquences qui sont hautes. Et donc, à partir de ce principe-là, en fait, on augmente le spectre et il se trouve que ce qu'on appelle le volume d'information est proportionnel à la largeur de bande. Donc, plus on augmente les fréquences, plus on augmente les fréquences dans lesquelles on peut travailler, plus on augmente en fait la capacité à fournir des données. Donc ça c'est le premier élément. Ce qui fait qu'en fait la 5G c'est à la fois une norme, un protocole, mais c'est aussi en fait, et c'est pas toujours clair dans l'esprit du public, c'est aussi en fait des bandes de fréquences supplémentaires qui ont été mis à disposition des opérateurs pour pouvoir exploiter cette norme. La 5G, en fait, elle existe aujourd'hui, elle existe déjà dans les bandes de fréquences qui servaient à la 4G, qui servaient à la 3G, qui servaient à la 2G. Ouais. Et donc, en fait, il y a une sorte de neutralité, ce qu'on appelle une neutralité technologique des bandes de fréquences. Simplement, quand on est dans des fréquences basses, on va loin en termes de distance, les ondes vont loin, mais en revanche, on ne peut pas transmettre beaucoup d'informations. Et donc, on est limité dans sa capacité de transmission. Le débat, en fait, et l'émergence de la 5G, il répond à deux préoccupations majeures. La première, c'est de dire que l'accroissement de la demande des usages, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, est croissante. Elle est constante de façon, sa croissance est très, très, très forte et constante. Et donc aujourd'hui, si nous ne mettions pas en route de nouvelles bandes de fréquences, il y aurait une saturation. Alors évidemment, c'est une saturation, ce serait une saturation de la 4G, c'est-à-dire si on utilisait si on avait utilisé la même technologie mais qu'on l'avait fait sur des bandes de fréquences, on aurait la même problématique. Donc en fait, on a une saturation et on va aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, dans les zones un petit peu denses, on constate qu'on a déjà des débuts de saturation parce que la demande est trop forte. Donc le rajout en fait de ces fréquences nouvelles permet de pallier à la première demande des utilisateurs, c'est de pouvoir se connecter plus longtemps, bien sûr un peu plus vite, mais surtout c'est plus longtemps dans la journée et tous ensemble. Donc, et vous savez qu'on a connu, si vous prenez l'exemple des Champs-Élysées, qui est la zone de France la plus dense, les Champs-Élysées étaient quasiment en situation de saturation, ont été à répétition quasiment en situation de saturation, tellement la demande était forte. Donc le premier objectif de la 5G, c'est la mise à disposition par la puissance publique, par l'État, puisque les fréquences sont un élément
sont une ressource rare mise à disposition par l'État. C'est la mise à disposition pour utiliser une technologie de nouvelles bandes de fréquences. Rien ne nous interdirait d'utiliser ces bandes de fréquences pour d'autres technologies, mais en l'espèce, ça présente très peu d'intérêt. Donc, en l'espèce, c'est utilisé pour de la 5G. Donc ça, c'est le premier élément, permettre de faire face à la demande croissante des utilisateurs. Le deuxième sujet, c'est que la 5G, dans sa norme et dans ses caractéristiques de fonctionnement, permet en fait de mettre en route des nouveaux usages. Ces nouveaux usages sont assez particuliers. Ils reposent sur des principes qui sont une garantie de débit et une garantie du temps de latence. Alors, c'est pas complètement opérationnel et il y a encore certains calages technologiques à faire et on est dans des environnements qui restent à leur début, donc il faut le garantir. Mais c'est quoi une garantie de débit? Une garantie de débit, c'est une garantie qu'un volume d'informations soit transmis dans un temps donné. Donc, ça permet de garantir un flux. Ça permet de garantir, par exemple, de qualité. Alors, vous allez me dire de façon très concrète, vous avez envie de la regarder de la télévision à très haute définition, et vous n'aurez pas de pixelisation, vous n'aurez pas d'interruption et vous aurez une qualité absolue. Alors, vous allez me dire quel est l'usage? Il n'est pas forcément très fort dans ce cas présent côté utilisateur grand public. Mais je vais revenir sur la partie plus industrielle et plus B2B. Et puis, le deuxième sujet, c'est la garantie du temps de latence. Et la garantie du temps de latence, ça a son importance parce que c'est une garantie de temps de réponse qui est faite entre le terminal et donc l'éventuel serveur ou l'éventuel autre terminal. Et donc, cette garantie de temps de réponse, de délai de temps de réponse, elle est absolument essentielle parce qu'elle permet de faire ce qu'on appelle du temps réel. Et donc, vous imaginez, on peut travailler sur des appareils qui ont besoin d'une garantie absolue de temps de réponse. Par exemple, vous imaginez si on a de la voiture connectée, si on est sur un chantier, qu'on a des objets mobiles, que ces objets mobiles circulent les uns à côté des autres à des distances qui ne sont pas très éloignées, pas très importantes et qui font que les objets ne doivent pas se percuter, et que s'il arrive un incident quelconque, un landau qui traverse spontanément la rue, il va falloir que tous les objets arrivent à communiquer ensemble pour que les algorithmes non seulement disent qu'il ne faut pas renverser le landau, ça, d'accord, très bien, mais aussi que les voitures ne se percutent pas l'une l'autre et donc que les deux voitures puissent communiquer en temps réel pour éviter à la fois d'écraser le landau et que les voitures se percutent. Et donc, ce garantie de réponse, il est un impératif, il est une obligation et la norme 5G le fait. Alors évidemment, ça renvoie à un univers qui est un univers qu'on n'a pas encore complètement exploré, qu'on n'a pas complètement défini sur le marché B2B. Les usages grand public, on les voit, par exemple les gamers, ceux qui jouent sur du jeu savent très bien ce que c'est que les pings et savent que en fait, si on veut pouvoir tuer son adversaire dans un shoot 'em up, comme on les appelle, plus vite, en fait, il faut avoir un très bon ping et avoir un temps de réaction qui est inférieur à celui de l'autre terminal qui est relié. Par exemple, c'est un exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin ça, c'est quand même des usages grand public très restreints. Oui, c'est vrai, c'est des usages public très restreints. En revanche, dans l'univers B2B, cette capacité de garantie, de fournir un flux d'informations avec un débit qui permet d'avoir une qualité de service et de l'autre côté, un temps de réponse qui permet d'avoir des trains autonomes, d'avoir des chantiers sur lesquels les objets, les véhicules se déplacent de façon indépendante, comme c'est le cas sur le port du Havre, ou demain peut-être des voitures autonomes. Oui, là, il y a des vrais enjeux industriels, puisque ces nouvelles fonctionnalités très spécifiques à 5G, qui ne sont pas liées à des problématiques de fréquence, mais des problématiques de normes, de communication entre le terminal, la borne et l'infrastructure télécom qui est derrière. Ça ouvre un nouveau champ des possibles, un nouveau champ des usages.
dont le grand public sera indirectement le bénéficiaire, n'en sera pas directement le bénéficiaire parce qu'il ne le verra pas, ce n'est pas la consommation de site internet, mais ça lui permettra d'avoir toute une série d'objets et toute une série de services supplémentaires qui sont, comme je l'ai écrit, comme je l'ai dit, pardon, la voiture connectée qui est l'exemple le plus symbolique. Alors certains, vous voyez dans la presse parler de capacité d'opérer en temps réel des malades à distance. Oui, c'est vrai, c'est des choses qui pourraient se faire. Pour autant, on ne pense pas que ce soit un modèle qui soit complètement évident à décliner, mais c'est l'application qui pourra émerger. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup, Sébastien Crozier, pour ces précisions du côté infrastructure, du côté technique. On y reviendra quand on parlera de la notion de satellite derrière. Mais moi, ce que je retiens, et c'est pour participer au projet 5G All-Star, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a tendance à faire un cas de la 5G autour des usages particuliers, consommateurs, hein, au sens du terme. Or, ça représente moins de 30% des usages envisagés de la 5G, notamment par les instances de normalisation. Et je pense que le mieux pour parler de ces potentiels, c'est peut-être Jean-Pierre Cornu qui est là avec nous, puisque je crois que tu es, Jean-Pierre, un ancien DSI du groupe Renault et que tu as été président du SIGREF pendant longtemps. Donc, je pense que si on parle de possibilités d'interconnecter, que ce soit de la production, des objets ou autre, c'est quelque chose qui peut ouvrir peut-être des potentiels en B2B qu'on ne connaît pas, peut-être pas encore, je ne sais pas. Eh bien, merci Pierre. Effectivement, et Sébastien a été très, très précis. Il y a deux dimensions quand on parle de 5G. Il y a d'abord une dimension de connectivité élargie qui répond à une évolution des volumes de communication et des usages très courants. Parce qu'au fond, la 5G, c'est une amplification de la 4G, en tout cas dans la bande des 700 MHz. Et on est là dans une évolution naturelle. La 5G nous apporte une augmentation du nombre des fréquences en allant effectivement vers les fréquences hautes, le summum étant le 26 MHz qu'on attend pour 2023, et donc des usages que l'on n'a pas encore aujourd'hui explorés parce que nous n'en avions pas la capacité technologique. Et ce qui est intéressant et qui, quelque part, condamne les détracteurs de la 5G, et peut-être parce qu'on a tous mal communiqué sur ce sujet, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est une évolution au moins décennale de la transformation des pratiques et des usages. En même temps que la technologie va se déployer par étapes, puisque aujourd'hui on peut dire qu'on n'est pas encore dans la vraie 5G au sens latence très faible, on est encore dans l'univers de la 4G, on n'a pas beaucoup travaillé sur les usages. Alors c'est d'ailleurs un sujet extrêmement complexe, puisqu'on est embuté de notre savoir-faire technologique, mais aussi organisationnel. Quand on parle, par exemple, comme Sébastien l'a abordé, des problèmes de transport, on voit bien qu'il y a un potentiel théorique d'amélioration des échanges en ce qu'on appelle en V2X, Vehicle to Anything, ce qui permet qu'un objet qui roule sur une surface publique va communiquer avec tous les autres objets. Mais très souvent, par rapport à ce potentiel, on n'a pas décrit les cas d'affaires, parce que derrière, il faut qu'il y ait une solvabilité de la demande, et on n'a pas non plus scénarisé l'impact sur la vie quotidienne de ce contexte. Et tout récemment, Systématique vient d'approuver un projet très important, puisqu'il est d'une centaine de millions d'euros, d'un test grandeur réelle de l'ensemble de ces interactions potentielles entre des objets qui roulent, des piétons, des vélos, des trottinettes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et une infrastructure au sol, et ça va se dérouler en Île-de-France. La Chine, qui a quelques trimestres d'avance sur les pays occidentaux en matière de 5G, a un très grand nombre de théâtres d'opérations de tests
parce que tout ceci mérite d'être soigneusement validé par les professionnels dans des conditions réelles d'usage pour vérifier que la technologie tient la charge, parce qu'effectivement, on a une obligation de débit. Il faut qu'il y ait une tenue en charge, il ne faut pas de rupture de continuité, notamment avec des objets qui roulent à grande vitesse. Et d'autre part, il faut qu'on vérifie que ça sert vraiment à quelque chose. Et on en a l'intuition, mais on n'en a pas encore apporté la démonstration. Et un des soucis de tous les acteurs de la 5G, c'est effectivement de ne pas faire du roman ou de la science-fiction comme les opérations à distance, parce que on n'en voit pas véritablement l'intérêt économique. Néanmoins, on peut imaginer que, par exemple, dans une salle d'opération, plusieurs objets connectés en 5G en temps réel apportent au chirurgien opérateur des informations qu'il n'avait pas jusqu'alors. Reste aux praticiens à démontrer qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie utilité et qu'il y a un vrai gain dans l'acte opérationnel. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les communautés verticales sont mobilisées par ça, le transport, la santé, l'industrie 4.0, l'énergie, autour de l'informatisation des bâtiments, et on ressent le potentiel, et on a tous envie de dire, il faut faire des expérimentations très vastes, très larges, mais pour faire des expérimentations, il faut que les infrastructures donnent le service requis. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il va falloir encore attendre plusieurs années pour que la 5G dont on parle, celle de 3,5 GHz, soit opérationnelle et apporte les éléments. Donc, vous voyez que je dirais que la 5G ne mérite pas encore cet excès d'honneur qu'on lui prête, puisqu'on est encore dans le potentiel, dans le questionnement, mais elle ne mérite pas cette indignité parce que d'ores et déjà, elle va régler des problèmes. Un des premiers problèmes est l'extension des usages que la 4G ne saurait pas faire. Ouais, je pense que c'est intéressant de préciser. Merci Jean-Pierre. Je vais poser une question à Federico ensuite, mais avant, j'aimerais apporter deux précisions peut-être, puisque je vois que beaucoup de monde nous a rejoints. Premièrement, c'est qu'est-ce que c'est la 5G? Parce que très souvent, on dit la 5G, il n'y a pas une 5G en réalité. Et la 5G telle qu'on peut la définir, en fait, c'est un working paper, donc qui ne sera pas publié, mais on est arrivé à amener un consensus avec certains experts techniques de dire que c'était tout simplement un ensemble de normes et de technologies qui visent à apporter un gain d'efficience sans précédent sur la capacité, la fiabilité et la consommation énergétique des réseaux mobiles. Et pourquoi on est arrivé à cette définition, c'est qu'en fait, il faut prendre je pense qu'il est important de rappeler quelques indicateurs fondamentaux quand on veut comparer la 4G ou la 5G. Souvent, on dit qu'il n'y a pas besoin. Sébastien nous a démontré le contraire, puisqu'elle est déjà à saturation, la 4G, sur certaines choses. Mais c'est qu'il y a des obligations, des normes qui ont été faites par notamment l'Union européenne et des consortiums d'acteurs sur le fait, par exemple, que la latence de la 5G doit être de maximum 1 milliseconde quand elle est de 30 millisecondes pour la 4G, c'est-à-dire que la 5G doit être 30 fois plus performante. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est que la consommation énergétique de la 5G doit être de 10% celle de la 4G, c'est-à-dire qu'il faut que la 5G soit presque 10 fois plus efficiente en termes de consommation énergétique que la 4G. Le taux de transfert maximum par utilisateur et par zone géographique doit être 100 fois supérieur entre la 4G et la 5G. On doit passer de 100 mégabits par seconde à 10 000 mégabits par seconde sur un territoire donné, une capacité d'interconnecter plus d'1 million d'appareils par kilomètre carré. Voilà, c'est quelques-uns des éléments un petit peu techniques que je rappelle sur la 5G. D'ailleurs, quand on parle de 4G, on voit systématiquement une antenne relais qui va permettre d'interconnecter une zone géographique, antenne relais interconnectée ou pas, mais la 5G va aussi plus loin en étant nativement, j'ai envie de dire, sans infrastructures terrestres potentiellement sur un territoire donné. Donc c'était l'essence du projet 5G All-Star. Alors, on a coutume de dire que c'est potentiellement la fin des zones blanches grâce à ces capacités-là. Mais peut-être, Federico, est-ce que tu peux préciser quelques éléments sur justement ces aspects complètement novateurs de la 5G
et dans le sens où elle pourrait amener des nouvelles possibilités, des nouvelles innovations et voire même des nouveaux usages qu'on ignore encore. Alors, la logique de l'usage que tu cites, qui est effectivement intéressant, et c'est la raison pour laquelle on a des projets encore d'expérimentation, est celle de la multiconnectivité. Ça veut dire qu'on peut utiliser même le réseau terrestre, mais aussi le réseau satellite. Ouais. Et pourquoi s'arrêter aux satellites et au réseau terrestre? On a aussi des réseaux qui peuvent être composés par d'aérostats. Thales, par exemple, a des projets dans ce contexte et elle n'est pas la seule, mais aussi avec des drones ou des dimensions, si on veut, un réseau qu'on peut déployer selon nécessité ou redéployer d'une façon dynamique. Même la coordination entre drones est possible et peut finalement revenir et être remise dans le contexte de la 5G. Comme je disais, c'est effectivement comprendre beaucoup de fréquences, beaucoup de spectrum pour des usages différents, parce que carrément, comme on a défini, est-ce que l'objectif c'est le débit? Est-ce que l'objectif c'est avoir un débit minimal ou minimum de connectivité avec le satellite? En tout cas, c'est pas que ton téléphone va se connecter en direct au satellite et tu auras besoin, en tout cas, ton petit relais, parce que carrément, la communication demande des antennes et des caractéristiques un peu plus compliquées. Mais effectivement, on peut avoir des couvertures garanties sur un satellite aussi par des antennes. Nos expérimentations, par exemple, ont fait que des bus qui se déplaçaient arrivaient à capter sans problème le signal du satellite et on jouait à enlever le signal du satellite, à le faire basculer finalement sur le réseau terrestre pour le remettre en satellite ou pour le mettre, par exemple, dans des contextes de haute densité et donc en exploitant les dernières fréquences pour garantir le maximum du débit. Et plus ou moins en maintenant le même service perçu par les usagers à l'intérieur du bus. Parce qu'encore une fois, un élément que souvent on oublie, c'est qu'au-delà de la dimension en soi technique et les défis technologiques, parce que vous imaginez la quantité de protocoles, de règles, d'algorithmes qu'on doit mettre pour donner enfin le service qu'il faut, le service perçu par le client qu'il faut. Et imaginez aussi toute l'intelligence qu'on doit déployer dans nos réseaux pour permettre tout ça. Donc aussi des réseaux qui deviennent en soi un peu plus intelligents et qui, ça peut-être, auront aussi la nécessité d'amener des logiques de capacité de calcul de plus en plus en proximité, parce que si la latence est un problème, on ne peut pas travailler trop avec des logiques dans lesquelles vous allez dans un cloud de l'autre côté du monde à piocher l'info et tout ça. Et aussi la capacité de calcul, la capacité d'élaborer l'information peut être envoyée de plus en en proximité du besoin usagé. Et c'est qui ça du edge, fog, cloud, on peut finalement en voir sous différentes déclinaisons, mais c'est effectivement un des éléments fondamentaux de cette progression, parce que si aujourd'hui on parle de 5G, je me permets la petite chose, c'est vrai qu'on commence à travailler sur la 6G, non? Ça veut dire qu'est-ce que fera le réseau futur, et les logiques carrément de computation, et je me permets aussi de sécurité deviennent encore de plus en plus importantes. Parce que ce qu'on oublie est qu'un réseau, comme infrastructure, ne fait que représenter de l'information qui représente de la valeur, qui représente des ressources pour les entreprises et pour nous-mêmes, qui va sécuriser tout ça et comment le sécuriser de plus en plus. Parce que si votre business de plus en plus va dépendre d'une logique infrastructurelle transparente, parce que la logique, c'est que vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a la 5G, seulement que vous aurez toujours la connectivité pour l'usage que vous avez besoin. Ça, c'est un peu la perception qu'on peut avoir comme usager, non? Et encore une fois, tout ça, écoutez, ça va vous exposer, ou en tout cas augmenter la surface éventuellement exploitable que vous exposez à l'extérieur, et ça peut être critique. Et donc, on a des éléments éventuellement d'une société connectée. Hein. Ce n'est pas la 5G en soi qui est méchante, mais c'est effectivement la 5G pour quel objectif? Tout connecté. Et ça, c'est effectivement l'élément de forte discontinuité, parce que c'est la possibilité de tout connecter d'une façon assez transparente sur une infrastructure déployée, multiconnective. Et c'est aujourd'hui une demande aussi véritable des entreprises de trouver des façons pour expérimenter avec tout ça. Les testbeds, les infrastructures d'expérimentation partagées, au moins partagées, c'est vraiment une façon de le faire. Voilà. Merci. Merci Federico, je pense que cette précision, elle était nécessaire. Alors je vais ajouter 2 éléments, c'est qu'effectivement, si on il faut bien, je pense que Sébastien nous reprécisera ça juste après, mais il faut bien comprendre qu'une génération de
de réseau mobile, c'est quelques années, entre 5 et 10 ans de recherche et développement, et après, entre une dizaine d'années minimum d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des antennes 2G, bien qu'on soit toujours en 4G par exemple. Mais Sébastien reprécisera un petit peu ce contexte technique-là qu'il est important d'en rappeler. Et que la 5G ne vient pas d'un coup naturellement remplacer la 3G, la 4G, boum, on sera tous en 5G, etc. C'est un processus qui va être plus long. Et donc pour répondre, pour ajouter un petit peu sur ce qu'a dit Federico, c'est pour avoir un petit peu des précisions sur ce déploiement, sur ce réseau. On en est où à Orange en fait? Quand est-ce qu'on aura cette 5G accessible, on va dire, de manière majoritaire par rapport à une offre 4G et avec le respect de ces promesses-là? Est-ce qu'on a une réponse aujourd'hui? Et deuxièmement, d'après le passé, Sébastien, une génération de la 4e génération, par exemple, c'est combien de temps pour en déployer suffisamment pour qu'elle soit majoritaire par rapport à la génération précédente, et combien de temps on va l'exploiter? Je crois que c'est des questions qui sont, je ne veux pas dire complexes, mais dont les réponses sont quand même très incertaines. Globalement, vous l'avez dit, le rythme d'une génération technologique dans les télécoms actuellement, c'est 10 ans pour une génération. La 1G, c'est les années 80, Radiocom 2000, la 2G, c'est globalement les années 90, la 3G, les années 2000, la 4G, les années 2010, et puis la 5G, les années 2020. Et la 6G, ce sera les années 2030. Donc ça, c'est à peu près le rythme des évolutions technologiques. À l'intérieur de ces évolutions technologiques, bien sûr, il y a un autre débat qui s'ouvre, qui est, alors qu'est-ce qu'elles apportent, ces évolutions technologiques? Alors, on l'a vu, la 3G, ça a quand même été l'apparition du smartphone, et donc d'un modèle où en fait on pouvait télécharger des applications et utiliser en fait et commencer à utiliser de la data. La 4G, une véritable généralisation parce que le débit était au rendez-vous et donc la data est devenue dominante dans l'usage du mobile. Donc on voit bien que derrière chaque génération, il y a des enjeux technologiques et aussi des temps d'usage, il y a aussi des temps de communication. Donc ça, c'est le rythme on va dire, de déploiement et d'émergence des nouvelles technologies. La question après qui est posée, c'est quand est-ce qu'on éteint les lumières? Quand est-ce qu'on éteint les lumières d'une technologie? Alors évidemment, c'est un sujet compliqué d'éteindre les lumières. C'est un sujet compliqué parce que aujourd'hui, vous l'avez souligné, on continue à utiliser de la 2G. Ben oui, parce que en fait, les populations les plus fragiles, les populations les plus en difficulté continuent à utiliser un téléphone 2G. Moi, mes parents n'ont jamais, alors c'est très paradoxal, mais mes parents n'ont jamais utilisé d'autre chose que des téléphones 2G. Alors, bizarrement, ils utilisaient un iPad, donc ils utilisaient de la 4G sur l'iPad, mais ils étaient avec un téléphone 2G parce que un smartphone, c'était pas quelque chose qui leur était confortable, et donc ils utilisaient leur téléphone mobile 2G. On ne peut pas éteindre ces antennes parce que sinon, on risque d'exclure la partie la plus fragile de la population de ce système-là. Alors, on l'a fait, on a éteint les lumières. On a éteint les lumières sur la télévision hertzienne où on a dit aux gens, bah, écoutez, de toute façon, si vous n'avez pas la TNT, bah, vous mettez un décodeur parce que sinon, votre télévision ne recevra plus la télévision. C'est pas si évident que ça. Parfois, on a fait des bons pour subventionner les 30, 40, 50 euros que valent les décodeurs. Mais donc, il y a une question d'inclusion numérique, il y a une question sociétale qui se pose derrière d'éteindre la 2G. La 2G, par exemple, est épouvantablement gourmande en énergie. Et donc, maintenir un réseau 2G nous coûte à la fois économiquement très cher, se répercute de fait sur les offres tarifaires qu'on peut faire, mais en plus, d'un point de vue de la question environnementale, l'énergie économisée serait considérable pour la 2G et constitue une part significative, alors que le trafic est marginal, constitue une part significative de l'énergie consommée pour la 4G. Sur la question toujours énergétique et qu'est-ce qui amènera la 5G? La 5G, oui, c'est une technologie qui, en plus, dans ses caractéristiques technologiques, est moins consommatrice d'énergie. Attention à de nouveau, cette aspiration de moins consommation d'énergie. Moins de consommation d'énergie, oui, bien sûr, comme les voitures d'aujourd'hui consomment 6 litres au 100, tandis qu'il y a, on va dire, 40 ans, elles en consommaient 15. Oui, sauf que si on fait 3 fois plus de parcours, si on l'utilise 3 fois plus,
à titre individuel, au final, on a dépensé on a consommé plus de carburant. Et c'est ça le problème de la question de la 5G qui est posée, c'est-à-dire que oui, la technologie et la façon dont les antennes sont structurées et organisées avec ce qu'on appelle les ondes directionnelles et un certain nombre de choses permet d'économiser de l'énergie et de faire que pour 1 gigaoctet transmis, on consomme beaucoup moins d'énergie en 5G qu'en 4G. Le problème, c'est que si le consommateur décide de ne pas accepter de regarder un film en faible définition et décide de le regarder en haute définition, globalement, l'énergie dépensée sera la même, voire pire. Et donc, évidemment, ça peut interpeller. Et puis, pour répondre à votre deuxième question, qui était mais finalement, ces technologies, quand est-ce qu'elles seront accessibles? C'est tout l'enjeu et c'est toute la question de l'aménagement du territoire avec des vraies questions. Des vraies questions qui se posent. La question de la couverture et de l'aménagement du territoire, alors d'une part, les opérateurs, bien sûr, ont un intérêt concurrentiel à offrir un accès le plus rapide et le plus large possible sur toute la France. Il y a des obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'en contrepartie du droit d'utilisation de certaines fréquences pour faire de la 5G, les opérateurs se sont engagés dans un calendrier de couverture, mais il ne faut pas oublier certaines choses, c'est qu'on peut regretter, mais la France n'est pas un pays plat. C'est non seulement pas un pays plat, mais en plus c'est un pays qui n'est pas peuplé de façon homogène. La France est un des pays moins peuplés d'Europe. Je n'ai pas dit que c'était en termes de densité, je n'ai pas dit que c'était le moins peuplé, mais en tous les cas, vous prenez la France, c'est 100 habitants au kilomètre carré. Les Pays-Bas, c'est 400. Donc, vous voyez déjà, pour la couverture, pour couvrir les Pays-Bas, il faut statistiquement 4 fois moins d'antennes que pour couvrir la France. Premier constat. Deuxième élément, on a des montagnes. Alors, évidemment, les montagnes, on pourrait décider de les aplatir, mais ce serait un programme de gestion d'infrastructure qui serait assez lourd d'aplatir les montagnes pour faire qu'on n'ait pas les difficultés qu'on a. Si vous voulez recevoir la 4G en Corse, qui est une petite zone parfois où il y a énormément de personnes, je peux vous assurer qu'arriver à couvrir des zones montagneuses, même quand il y a beaucoup de gens, c'est extrêmement complexe. Donc évidemment, derrière cette question de couverture du territoire est une question essentielle. De nouveau, et malheureusement, les logiques économiques font que mécaniquement, ce sera de nouveau les grandes villes qui seront couvertes en premier, puis ensuite les zones un peu moins denses, et puis au final, comme on l'a assisté pour toutes les zones, pour toutes les précédentes technologies, plus les zones seront faiblement denses, plus la 5G arrivera tardivement. Alors ça, bien sûr, il y a deux raisons. Il y en a une première, c'est que la saturation sur les fréquences 4G, elle arrivera d'abord sur les zones denses. Donc évidemment, il y a, je ne veux pas dire urgence, mais enfin il y a importance, il y a nécessité de commencer par les zones denses pour pouvoir avoir des bandes de fréquences supplémentaires pour pouvoir satisfaire les clients grand public. Alors vous allez me dire, ils n'en voient pas le bénéfice direct parce que finalement ils trouvent que déjà leur internet, leurs applications, tout ça va très vite. Enfin oui, aujourd'hui ils trouvent que ça va très vite, mais enfin demain, si tout le monde se connecte plus longtemps, ça ira moins vite et ils trouveront que ça ira moins lentement. Donc au final, en fait, ils ne vont se satisfaire que du nombre de dégradations de la qualité qu'ils ont aujourd'hui. Donc on commencera par les zones moins denses. Et puis après, il faudra arriver à une couverture complète du territoire. Cette couverture complète du territoire, évidemment, elle sera entre guillemets, je ne vais pas dire retardée, mais en tous les cas, sur certaines zones particulières, on va d'abord densifier la couverture parce que ça correspondra à des objectifs industriels. Donc, par exemple, le port du Havre, le port du Havre, il est maintenant aujourd'hui complètement couvert. Et donc, partout où il y aura une activité qui nécessitera d'avoir une couverture pour permettre aux objets connectés de fonctionner, on va évidemment couvrir de façon prioritaire. Et puis, in fine, on va faire les zones faiblement denses, avec effectivement peut-être qu'on n'avait pas dans les technologies précédentes, une obligation de couverture à 100% du territoire. Et moi, je rappelle toujours que quand vous entendez dire qu'on va couvrir, et quand vous voyez les opérateurs qui font des publicités sur le thème de nous couvrons 99% de la population,
couvrir 99% de la population en situation statique, c'est couvrir 90% du territoire seulement. Donc, pourquoi? Parce que vous avez peu d'habitations dans certaines zones et donc de fait, ne pas les couvrir, c'est au final, ça représente une population marginale, mais en revanche, des grands territoires, les Landes, par exemple, ou les zones montagneuses. Donc déjà, il faut avoir cette compréhension. Et ce dernier pourcentage, ce dernier 1 point de population, qui représente quand même 10% de la couverture et qui est lié à notre géographie particulière, c'est pour ça que quand on essaie de faire des comparaisons économiques, c'est toujours très amusant de voir les comparaisons que les uns et les autres peuvent faire entre un pays fortement dense et un pays faiblement dense. Bah, évidemment. L'importance de couvrir la totalité du territoire va s'exprimer sur des services qui vont faire qu'on soit obligé d'aller tout au bout. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend l'exemple, je n'ai pas dit qu'il arriverait demain, je n'ai pas dit qu'il arriverait dans 10 ans, mais si demain on va à la voiture, demain à la voiture autonome, on ne peut pas imaginer qu'à un moment, la voiture autonome dise bah, écoutez, monsieur le passager, madame la passagère, je m'arrête parce que j'ai plus de couverture réseau. Vous imaginez bien, et donc, s'il vous plaît, reprenez le volant pour faire les derniers kilomètres. Alors, on peut bien sûr imaginer qu'il y a un volant et qu'au finalement, on reprenne le volant pour faire les dernières dizaines de mètres pour, le cas échéant, arriver dans sa ferme au bon endroit parce qu'on est en situation un peu compliquée et que les cartographies ne sont pas suffisamment précises pour faire les dernières dizaines de mètres. Mais on ne peut pas imaginer qu'on vous dise bah, monsieur, reprenez le volant parce que vous êtes à 1 km de votre ferme et que bah, on ne sait plus avoir de réseau. Donc en fait, l'enjeu de la couverture, ça va être un enjeu clé si on veut que certaines applications, on puisse aller jusqu'au bout. Alors évidemment, hein, on voit très clairement des projets aux États-Unis, notamment sur la voiture connectée, où on décide que la voiture autonome, elle est que dans un périmètre, que dans une géographie, puis au-delà, bah, il n'y a plus de voiture autonome et puis il faut y aller par d'autres moyens. C'est vrai, mais de nouveau, ça va nous ramener à la question de qu'est-ce que l'inclusion numérique et qu'est-ce que la couverture de la totalité du pays et du surcoût, entre guillemets. Alors, je dis entre guillemets du surcoût parce que c'est une question de péréquation, c'est une question de solidarité nationale de couvrir les zones faiblement denses pour que la totalité du territoire soit couverte et que la totalité de nos concitoyens aient accès dans les mêmes conditions à la 5G. C'est assez intéressant. C'est là où on peut imaginer qu'il y a un package dans la voiture qui inclut un drone capable de s'interopérer avec le réseau. Mais là, on rentrerait justement sur des cas d'usage potentiels qui sont au mieux des éléments en phase de test. Je crois que c'est un projet européen géré par l'Espagne, celui-ci. Le 5G drone, mais peut-être que Federico a plus d'informations là-dessus. En guise de conclusion, puisque je vois que le temps file, si on veut prendre une ou deux questions, pour rappel, hein, 1% de la population, ça veut dire qu'il y a plus d'un demi-million de personnes qui sont sans connectivité, ce qui est quand même une autre façon de présenter l'information et le rend un petit peu plus parlant. Et pour appuyer un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est qu'effectivement, les volumes échangés de données, je peux mettre quelques références, hein, augmentent de manière exponentielle. Là, voilà, tout le monde n'a pas de doute là-dessus. On a tendance à dire que oui, mais y a-t-il besoin de la 5G quand on a la 4G? Pour rappel, et je pense que c'est quand même un rappel nécessaire, entre 2000 et 2010, il n'y avait pas de smartphone, en fait. Il n'y avait pas d'application mobile, il n'y avait pas de GPS sur votre téléphone mobile, il n'y avait pas de jeu mobile puisqu'il n'y avait pas de smartphone en soi. Et en fait, toutes les nouvelles possibilités, les microtransactions qui ont fait le succès de certaines entreprises qui n'existaient pas, des messageries sécurisées qui permettent à certaines populations d'échanger de l'information sans crainte de répression dans certains endroits, tout ça n'existait pas avant. Et partir d'un principe moral qui est discutable ou pas, de dire qu'il n'y a pas besoin de plus ou il n'y a jamais une nécessité d'aller plus loin, c'est quand même compliqué d'affirmer ça sans une base solide, même si on peut le discuter. Donc il y a cette augmentation exponentielle du volume de données, mais il y a aussi une augmentation exponentielle de l'efficacité énergétique du gigaoctet, enfin du wattheure par gigaoctet. C'est-à-dire que certes, on consomme de plus en plus, mais on diminue la consommation
par gigaoctet consommé, aussi de manière exponentielle. Donc, il y a une forme d'équilibre. Si on regarde la consommation des opérateurs mobiles en tonnes équivalent CO2, c'est à peu près stable depuis une quinzaine d'années. On sait par exemple que la box ADSL chez vous consomme beaucoup plus, mais Sébastien pourra peut-être terminer là-dessus, que votre box fibre par exemple. Donc voilà, il n'y a pas sur ces sujets, comme l'a dit Sébastien, une réponse qui peut affirmer que c'est bien, c'est mal, c'est mieux, c'est moins bien. C'est une thématique politique et c'est une thématique citoyenne. Et là où c'est intéressant et là où ce qui a peut-être cristallisé le débat citoyen autour de la 5G, c'est peut-être d'arriver en disant, en 10 ans, les évolutions qui ont eu lieu, parce qu'une exponentielle est une exponentielle, sont incroyables. Est-ce qu'on va continuer cette exponentielle ou est-ce qu'il faut la ralentir? Et c'est pas en fait une problématique technique, ça. Pas du tout. C'est une problématique de débat. Et je tiens à préciser que c'est trop tard pour la 5G. Arrêtons de parler de la 5G, de s'y opposer avec des principes moraux qui sont fondés ou infondés. La recherche et développement sur la 6G a commencé, et c'est peut-être sur cette 6G où le citoyen ou les citoyennes doivent se l'approprier et dire ben, ce serait peut-être mieux dans les normalisations, dans les recommandations, d'avoir ces éléments-là, que ce soit d'un point de vue développement durable, d'un point de vue indicateur de performance, etc. C'est dès maintenant qu'il faut y aller. Je vois qu'il y a une question qui a été posée sur les thématiques énergétiques. Il y a eu plusieurs questions là-dessus, sur la consommation, sur les zones données, sur ces éléments-là, la consommation minimale du fait d'introduction de la 5G. Est-ce qu'il y a une surconsommation pour rentabiliser l'ensemble de l'infrastructure 5G? Moi, je peux affirmer en revanche que à l'échelle de la norme, de la loi, la 5G doit être 10 fois moins consommatrice d'électricité par gigaoctet que la 4G. Comment va évoluer cette consommation-là dans le temps? Probablement pas à la baisse. Voilà, ça on peut l'affirmer, probablement pas à la baisse. Est-ce qu'il va y avoir une hausse exponentielle du gigaoctet échangé? Si on interconnecte plus d'objets, c'est probable. Est-ce que ces objets auront besoin de streamer de la vidéo haute définition, puisque c'est un des trucs qui consomme le plus de données? C'est peu probable, en fait, un objet connecté a besoin d'échanger quelques éléments informationnels pour discuter, et c'est un des éléments qui est possible de la 5G, parce qu'on oublie souvent, et je pense que après je demanderai un mot de la fin à chacun d'entre vous, on oublie souvent qu'aujourd'hui il y a d'autres réseaux mobiles que la 4G. Il y a Sigfox, il y a LoRa, il y a des réseaux dédiés à de l'Internet des objets, etc. Une ambition de la 5G, c'est justement de permettre à l'ensemble des objets connectés d'avoir un réseau, d'une certaine façon. Il y a cet aspect-là qui peut être potentiellement très intéressant. On va pouvoir interconnecter à peu près tout et n'importe quoi de manière efficace et efficiente. Qu'est-ce que ça va donner comme produit ou service? C'est à peu près la même chose que d'essayer d'imaginer à l'époque où on commençait d'avoir un téléphone portable de mobile de génération, Call of Duty mobile. C'est compliqué, pour le moins compliqué. Jean-Pierre, en tant que représentant des verticaux ici présents, avec un potentiel d'innovation sur la 5G pour le B2B, le message, il est plutôt pessimiste, optimiste? Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Non, moi, je crois que le débat sur la 5G est très mal parti en France, puisqu'on en a fait un espèce d'enjeu environnemental non justifié par les chiffres. En revanche, on ne voit pas collectivement l'intérêt que ça représente pour l'industrie, pour les services, dans une amélioration de l'efficacité opérationnelle des entreprises et donc, par là même, une réduction de la consommation énergétique des acteurs économiques et une amélioration de la fiabilité de l'ensemble des processus, que ce soit la qualité industrielle, que ce soit la qualité de la circulation urbaine ou interurbaine. Et ce qui est prometteur dans la 5G, c'est qu'on va disposer d'un ensemble de technologies, parce qu'il ne faut pas simplement penser connectivité, il faut penser objet, il faut penser logiciel, il faut penser cohérence, orchestration systémique de l'ensemble de ces outils qui nous permettront de résoudre mieux des problèmes complexes. Et c'est ça l'intérêt de la technologie et de la science à notre époque.
Nous sommes confrontés à des problèmes climatiques, à des problèmes de santé, à des problèmes de ville et d'encombrement et de congestion urbaine, des problèmes de gestion agricole. On n'a pas parlé du tout de la 5G dans l'agriculture, mais c'est un élément extrêmement important pour l'optimisation de la production agricole. Ce n'est pas revenir en arrière sur les rendements qu'on avait en 1910 qui nous fera gagner, c'est améliorer par la connaissance des sols et de la réaction des semences par rapport aux facteurs climatiques, donc avec des capteurs, donc avec de la modélisation et des jumeaux numériques, qu'on va résoudre les problèmes. Donc il faut bien considérer que la 5G n'est qu'une pièce d'un dispositif global, cohérent, qui déplace la frontière scientifique et technique pour aider tout simplement les femmes et les hommes à mieux vivre et mieux vivre ensemble. Et c'est ça la promesse de valeur. Ce n'est pas un mythe technologique, c'est tout simplement que nous allons démontrer en marchant dans la décennie et puis au-delà avec la 6G dont tu as parlé, que ces promesses de valeur se concrétisent par des résultats. Et je crois qu'il nous appartient à nous, sachant de la chose, d'accompagner de façon très pédagogique et très simple la compréhension par le grand public des enjeux que nous portons, parce que c'est comme ça que l'acceptation va se développer et qu'on ne va pas attaquer les faux problèmes, mais on va essayer de voir comment l'usage pertinent de la technologie va nous permettre de renforcer à la fois notre compétitivité économique, mais aussi et surtout notre relation à l'environnement. Et c'est ça le vrai chemin. Je crois d'ailleurs, merci Jean-Pierre, je crois d'ailleurs Federico qu'il y a une formule consacrée que tu apprécies qui dit que energy plus informatique égale less energy. En anglais, donc de l'énergie plus de l'information, c'est moins de consommation énergétique. Peut-être conclure là-dessus, Federico, avant de laisser le dernier mot à Sébastien. La logique est systémique. Il faut oublier d'attaquer une technologie infrastructurelle. La technologie infrastructurelle, imaginez que c'est la meilleure réponse technologique qu'on a aujourd'hui pour supporter une numérisation et, si on veut, ce que c'est la transformation numérique, si on veut utiliser en termes un peu global, mais bon, qui ne me plaît pas plus que ça, mais ça donne l'idée, c'est la meilleure solution technique qu'on a aujourd'hui et encore à devenir. Donc, on n'est presque encore pas là. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme toutes les infrastructures, le problème, ou l'intérêt, c'est tout ce que sont les effets de l'infrastructure. Ça veut dire qu'elles sont, comme on a été évoqué, les nouvelles efficacités qu'on peut gagner parce qu'on est capable de connecter. Imaginez tout simplement qu'est-ce que c'est pour l'optimisation du trafic d'avoir une awareness situationnelle, ça veut dire être capable de connaître exactement où sont les véhicules. Vous pouvez fluidifier le trafic, vous pouvez mettre des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent régler les feux rouges et tout simplement décomplexifier, réduire les temps dont les voitures sont en ville et donc avoir des impacts forts à l'émergence climatique. L'informatique et le développement du traitement informationnel et la numérisation en soi ne sont pas incompatibles parce que théoriquement, il y a des gains de productivité. Des gains de productivité sont associés à des consommations, souvent des facteurs productifs moindres. Ça veut dire qu'en général, la numérisation amène à une hausse de la productivité et donc une capacité pour nous-mêmes d'être plus efficaces du point de vue énergétique d'un côté, mais surtout être plus efficace en termes de système. L'optimisation n'est plus quelque chose que vous optimisez votre maison, on a optimisé le pays. C'est des effets systémiques qu'on doit considérer. Et ça peut être que des petits gaspillages d'un côté. En vérité, s'ils sont bien gérés, on mène sur le total à des efficacités beaucoup majeures. C'était l'exemple du trafic que je vous faisais. C'est tout simplement une chose, c'est connaître votre voiture et la prendre la plus économique du monde et tout ça. Et l'autre, c'est au contraire, penser d'optimiser entièrement le réseau de voitures qu'on a aujourd'hui pour les diriger dans le moyen de temps le plus efficacement à trouver un parking vers le parking qui est ouvert, qui a des places disponibles et pas de tourner en rond pour 15 minutes pour chercher un parking où vous avez de la consommation énergétique, où vous avez du gaspillage. Et ça, c'est que tout simplement le trafic, qui n'est pas la question principale. Imaginez quand vous pouvez représenter et connecter des entières filières productives ou des entiers bâtiments ou des quartiers ou des villes entières
Là, on peut jouer au contraire, grâce à ces infrastructures, le défi environnemental. La transition écologique ne s'accomplit pas sans des bonnes bases d'une transition numérique, parce que ces capacités de transformation de l'information, de sa gestion, de sa communication et sa connexion, ça va être l'élément de changement radical. Donc, encore une fois, pour moi, c'est vraiment qu'une transformation numérique aujourd'hui est la base pour accompagner la transformation écologique. Et la 5G est la meilleure solution technologique qu'on a aujourd'hui pour permettre une transformation numérique au moindre coût énergétique. C'est un peu des faits que j'évoque. Hein. Je ne suis pas en train de faire de la spéculation. Oui, il y a si on parle de débit, il y a la fibre, effectivement, qui est, pour le coup, c'est des infrastructures, faut tirer les câbles, pour faire extrêmement simple. Et les infrastructures non filaires comme la 5G. Sébastien, à Orange, comment vous voyez l'évolution des relations partenariales avec les autres acteurs? Puisqu'on parle beaucoup de verticaux. Historiquement, il y a Orange, les consommateurs, et puis les autres gens derrière qui vont amener un service via des réseaux informationnels. Est-ce qu'à Orange, il y a une évolution vers plus de partenariats, peut-être? D'une façon générale, je pense que effectivement, à partir du moment où on a fait le constat que c'est plus l'accroissement de la capacité des usages sur le grand public qui sera impacté par la 5G que l'émergence de nouveaux usages. On a bien vu qu'en parallèle, ce sera l'émergence des usages dans les secteurs. Alors là, on vous parlait de vertical, mais de ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les acteurs industriels ou les acteurs grand public. J'ai donné un exemple, par exemple, sur la voiture autonome. Il faut savoir que Orange, en fait, est un partenaire presque silencieux, invisible de la voiture autonome, mais il se trouve qu'on a un certain nombre de partenariats. Tout à l'heure, on est revenu plusieurs fois sur la question énergétique. Il faut savoir que, par exemple, un réseau électrique est quelque chose qui est très compliqué à piloter, qui est énormément dépensier en termes d'énergie. Et il faut savoir que si nous sommes capables de piloter un réseau électrique en temps réel de façon localisée, avec une logique de production énergétique distribuée, et par exemple, Engie a dit qu'à l'aube de 2030, on serait plutôt à 50% d'énergie produite de façon distribuée et non plus centralisée, hein, comme c'est le cas actuel, qui est ce qu'on appelle l'énergie produite de façon décentralisée. C'est vous avez 3 panneaux solaires sur le toit d'une maison, et puis quand il n'y a pas de consommation énergétique à l'intérieur de la maison, il faut bien restituer l'électricité produite sur le réseau si on ne veut pas qu'elle se perde. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir une finesse de contrôle du réseau que seule une technologie mobile en temps réel permettra de gérer. Donc, on voit bien en fait que dans toute une série de secteurs, que ce soit le domaine industriel, le domaine des transports, le domaine de l'énergie, on voit tout à fait les logiques dans lesquelles on est. Donc, on voit bien que les partenariats se mettent en place. Alors, quelle est la part d'Orange? La part d'Orange, elle est double. À la fois, Orange met à disposition son infrastructure, ça c'est évidemment une chose, comme le font d'ailleurs les autres opérateurs. Et puis, on a vu d'ailleurs les autres opérateurs adopter une stratégie de conquête sur des clients sur le marché entreprise. Nous, on a une activité qui est assez ancienne, qui s'appelle Orange Business Service, et qui effectivement développe des logiques d'intégration de services et qui dit, voilà, il faut aller au-delà de la connectivité. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette connectivité à capacité étendue? Et donc, évidemment, on rentre dans des logiques de partenariat. Je crois que ce qu'il faut comprendre et mettre en termes de résumé, c'est que ce n'est pas en instrumentalisant l'arrivée d'une nouvelle technologie que en fait on va à la fois stopper l'évolution du monde et faire progresser notre pays. La 5G, même si la France est un peu en retard parce qu'elle a un bon réseau, fixe et que donc nous
nous avons des fréquences un peu moins saturées que les autres pays. Et vous regardez, en fait, tous les pays qui ont demandé à déployer la 5G en urgence, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, sont des pays dans lesquels il n'y a pas de fibre. Donc, ça correspondait, parce que les données sont obligées de transiter par les fréquences hertziennes. Donc déjà, ça c'est un élément qui peut expliquer, entre guillemets, les décalages qu'on peut avoir. Alors, évidemment, il ne faut pas que nous on soit trop en retard, parce que sinon on ne permet pas à nos industriels d'avoir des écosystèmes. Donc, évidemment, il y avait un vrai enjeu à déployer la 5G. Et je voudrais revenir quand même sur cette question de l'évolution des technologies. Vous savez, c'est assez amusant d'entendre des responsables politiques nous dire que la 5G, ça va permettre de regarder du porno dans les ascenseurs. Et ça montre à quel point ils ont une très faible maîtrise des technologies, puisque par essence, un ascenseur, c'est une cage de Faraday, et qu'une cage de Faraday, ça protège justement des ondes. Donc on ne peut pas recevoir, et on recevra très mal, avec très peu de débit, un film porno. Donc j'entends que certains politiques envisagent de regarder des films porno avec de la très haute définition, mais en tout cas, ce ne sera pas l'usage de demain, on peut leur en assurer. Mais vous savez, ça veut dire qu'ils l'ont téléchargé là surtout, donc c'est la chose qui nous questionne encore plus. Oui, voilà, si c'était en téléchargement, j'imagine le pire. Mais je vous rappelle qu'au début du siècle, on avait certaines ligues morales qui nous expliquaient que le téléphone était l'instrument du démon parce que ça permettait aux amants de se fixer rendez-vous pour se retrouver. Bon, et c'était au début du XXe siècle. Donc, vous voyez comment, en fait, les technologies, les nouvelles technologies, l'apparition des nouvelles technologies a toujours été instrumentalisée par tel ou tel courant de la population anti-progressiste pour leur propre compte. Des vrais débats, néanmoins, se posent, et vous l'avez évoqué. Est-ce que dans la course, on va dire, qui est folle, de consommation énergétique dans lequel le monde est quand même enrôlé depuis de nombreuses années, les technologies des télécommunications, que ça soit mobile, que ça soit fixe, que ça soit un mix des deux, va être en capacité d'inverser ou de participer à l'inversion de la tendance? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et là, c'est un débat général plus important de la société. On n'a pas non plus dit, et parce qu'évidemment le temps nous manque, mais j'aurais voulu le dire, c'est que la 5G, c'est la première fois que parce qu'on a des contraintes techniques et des contraintes technologiques, parce qu'on a besoin d'offrir des nouveaux services avec des temps de latence, des débits garantis, qu'on met fin à une certaine forme de neutralité du net. Vous savez, cette neutralité du net, ce concept développé par les GAFAM qui fait qu'à partir de tuyaux, à partir de serveurs installés à l'autre bout de la planète, vous devez dimensionner vos tuyaux pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à leur contenu sans discrimination. C'est peut-être un concept aussi qui a fait son temps, qui a vécu, si on veut, poser la question énergétique. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que quand Thierry Breton a demandé en fait aux GAFAM de réduire leur débit, c'est-à-dire la qualité des vidéos qu'ils envoyaient déferler sur le continent européen, en substance, on imagine que la conversation est la suivante. Si vous ne réduisez pas vos débits pour permettre à l'Europe de passer en télétravail, nous le ferons de façon autoritaire. Évidemment, ça, c'est des questions qui aussi sont posées avec la 5G, parce que la 5G fait qu'on garantit sur ce qu'on appelle des tranches du débit, on garantit des temps de latence. Donc, on met fin finalement à une certaine neutralité absolue du net, un concept qui favorise certains acteurs qui participent d'ailleurs pas au coût qui est engendré par l'augmentation de la taille de ces tuyaux. Donc, en fait, la 5G, elle ouvre une série de débats. Donc, on en est à la fois au début des innovations technologiques qui vont émerger, des usages. On l'a vu, le smartphone est arrivé très tardivement par rapport à la 3G, et on a vu que la 4G a fait complètement exploser l'usage de la data. La 5G fera complètement exploser l'usage des objets connectés. Pour le meilleur, espérons-le, pas dans une explosion de consommation énergétique. Elle repose de toute façon une série de débats sociétaux qui est a-t-on besoin de cette déferlante de consommation, de consommation numérique, de mégaoctets, de gigaoctets, de tétraoctets qui déferlent en permanence, mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a une demande et que derrière, il faudra peut-être réfléchir à vivre de façon numériquement plus frugale, ce qui ne veut pas dire avec moins de fonctionnalités, mais de façon plus réfléchie, plus construite, avec peut-être une régulation sur ce sujet-là,
il est quand même vu qu'en 2025, les infrastructures, enfin l'économie numérique, c'est 25% de la consommation électrique dans le monde, et donc c'est considérable. C'est déjà aujourd'hui 2,5% de la consommation énergétique mondiale. Donc évidemment, ça pose une série de questions. Et comme toute logique numérique, faisons attention. La deuxième catégorie de population qui, dans le débat, s'est offusquée. Moi, j'ai fait des débats avec des gens qui étaient contre la 5G parce qu'on installait leur antenne à côté de chez eux, parce que la 5G, ils n'en voyaient pas très bien l'utilité, ils avaient peur, les ondes, etc. On voyait quand même qu'une grande partie des gens qui étaient contre la 5G, c'était des gens qui en étaient restés à la 2G et dont le sentiment était déjà, je suis qu'à la 2G, mais je ne me rends pas bien compte, je sais très bien ce que c'est que les numéros de G, mais en tous les cas, j'en suis là et j'ai encore plus peur d'être déclassé. Et donc là, on a aussi une question sociétale qui est posée, c'est la 5G, oui. C'est encore des terminaux nouveaux, c'est encore des usages nouveaux, c'est encore des objets connectés nouveaux, et comment on fait pour inclure la population, et en particulier les plus fragiles, dans un processus de progrès qui est quand même extrêmement rapide, et qui fait que si vous êtes né, on va dire dans les années 70, vous avez quand même déjà vu 5 générations technologiques de mobile. Alors vous imaginez, si vous êtes né avant, à quel point ça peut être déstabilisant. Oui, effectivement, je pense que c'est un excellent mot de la fin. On retient ces deux choses-là. Il y a un aspect citoyen qu'il ne faut pas oublier. Il ne doit pas y avoir de laisser pour compte dans un pays, dans un monde où on cherche la paix, où on recherche effectivement le bien-être pour tous. C'est important de le préciser. Et le deuxième, c'est effectivement le pouvoir politique, notamment dans son aspect juridique de régulation. C'est peut-être aussi à lui de prendre en main ces thématiques technologiques, alors qu'il a démontré à plusieurs occasions qu'il y avait un manque d'une certaine maîtrise à certains niveaux. Et or, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est peut-être par ce biais-là que la réglementation arrivera à avoir un impact positif, à mettre une orientation positive sur ce que Sébastien vous appelez la déferlante de la consommation de données, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à tous et à toutes. Charles, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin, parce que je vois qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti et j'aurais aimé avoir 2 heures de plus, mais ce n'est pas le cas. Non, mais le sujet est très intéressant et les questions pourraient continuer, comme vous l'avez dit, pour encore 2 heures. Mais je pense que vous avez tous les 4 très bien abordé le sujet, résumé la situation pour tous nos auditeurs qui se sont joints à nous ce soir. Donc, je n'ai pas de mots à rajouter. Pierre, si vous voulez terminer la conférence. Merci Charles. Et puis au nom de la Chairdos, merci à tous pour votre présence, d'avoir répondu présent à vos invitations, pour les questions qu'on a eues dans le chat. Les évidemment conférences seront disponibles sur le site de la Chairdos. Vous pouvez le trouver sur grenoble-m.com/chair, CHAIREDOS. Incessamment sous peu, dès que l'on aura terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain jeudi CEDOS. Je ne sais plus la date précisément. Fanny, si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là, bien sûr. Le prochain jeudi CEDOS, c'est le 17 juin. C'est un jeudi CEDOS un peu particulier parce que ce sont nos étudiants de GEM, jeunes diplômés, qui ont fait un excellent travail de grand mémoire sur le domaine du numérique, des 5 sujets très différents les uns des autres, et on leur fait faire une présentation de leur grand mémoire sous un format très particulier qui est le Pecha-Kucha et qui est un format super dynamique. Chaque grand mémoire sera présenté en 6 minutes 40 exactement, 20 slides, 20 secondes par slide. Voilà. Donc voilà. Ce sera une conférence un peu particulière, mais ça va être super. Et la suivante, c'est le 1er juillet, qui sera une conférence de Laetitia Thomas qui viendra nous présenter un jeu qu'elle a mis en place autour de l'impact
environnementale et sociétale de la micro et de la nanotechnologie. Voilà. Ouais, c'est My IoT qui a pour but My de penser le développement des objets connectés avec une dimension environnementale et écologique, bien évidemment, puisque c'était aussi indirectement l'objet de cette conférence. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et on se retrouve du coup le 17 juin et le 1er juillet. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Frédéric. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée.